C'est bientôt l'heure du Père Noël. Oh, un cadeau, c'est pour moi? Non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission gourmande spécialement concoctée pour vous. Nous sommes devant les Halles centrales de Limoges, un bâtiment qui date du 19e siècle, il a été rénové très récemment. C'est un lieu incontournable pour faire ses courses de Noël. C'est parti! Vous préférez le salé, le croquant, le sucré, le moelleux? Et vous faites vachement bien le moelleux quand même. C'est une question d'habitude. Ah bah évidemment. Et ben moi je préfère tout. Les plats que nous vous proposons ce soir ont été concoctés par les rédactions de France 3 Limousin, de France 3 Poitou-Charentes et de France 3 Aquitaine. Tout au long de l'émission, nous retrouverons nos lutins gourmands envoyés spéciaux sur le territoire, Alexandre Berne et Vincent Rivière, filmés par l'œil malicieux de Sarah Paulin. Et en entrée, je vous propose de découvrir les indispensables des fêtes. Bonjour madame, vous connaissez la différence entre un poulet et un chapon? Non. Non? Non. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez la différence entre un poulet et un chapon? Non. Non. Je ne vois pas de différence. Enfin, il n'y en a peut-être pas. Est-ce que vous connaissez la différence entre un poulet et un chapon? Non. Personne ne sait. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je suis petit-fils et fils de volailler. Donc vous connaissez la différence entre un poulet et un chapon? Ben oui. C'est quoi? Eh ben, le poulet, c'est un poulet, et puis le chapon, eh ben, il est castré, quoi. Voilà. Donc un chapon, c'est un poulet castré. Voilà, exactement. Ça doit faire mal? Non, je pense pas, c'est les professionnels qui font ça. Ah, d'accord. Ok. Merci monsieur. Enfin, on le sait, on connaît la différence entre un poulet et un chapon. Ce que je vous propose, c'est de regarder un sujet sur un élevage de chapons en Dordogne. Quelques jours de répit avant Noël. Ces chapons ont passé 20 semaines de leur existence à engraisser doucement dans cette jolie prairie du Périgord noir. Et impossible de les approcher, leur éleveur Didier les protège de toutes les maladies. Vous ne pouvez pas rentrer pour des raisons de biosécurité évidentes et connues de tous maintenant. Leur vente va représenter le chiffre d'affaires le plus important de la ferme. Alors chaque spécimen est inspecté afin que le rendu dans l'assiette soit optimal. Le fait le plus marquant chez un chapon, c'est la tendreté de la viande. D'abord, c'est la quantité de viande pour une volaille de cette race-là. Il va peser presque le double d'un poulet normal, voire peut-être parfois plus. Puis ensuite, la viande est super tendre, super persillée, avec du gras à l'intérieur et très fondante. Le chapon, mais de choix sur la table de Noël, n'est autre qu'un poulet castré à la naissance. Durant son élevage, l'animal va prendre du volume et donc faire du gras. Il est nourri ici par les céréales produites sur l'exploitation. Quand on a beaucoup de maïs et qu'il est fraîchement récolté, les poulets sont très jaunes ou les chapons sont très jaunes. S'il y a beaucoup de blé, ils sont un petit peu plus pâles. Mais nos clients savent qu'on leur donne la nourriture qu'on produit. Mais alors, comment le déguster? Au four, bien sûr, mais dans son labo, Didier propose une autre version, en rôti farci au foie gras. Alors à quand cette volaille tout le reste de l'année? On est dans un système où on a de tout le temps. Du chapon, non, on n'en a qu'à Noël. Partons du principe que tout ce qui est rare est apprécié, alors le chapon, c'est juste pour les fêtes de fin d'année. Autre incontournable des fêtes, évidemment, le foie gras, direction Lus, dans les Landes, où nous retrouvons Alexandre Berne et Sarah Paulin, en compagnie de Thierry Rodriguez, qui est un petit producteur indépendant de foie gras. C'est bon ça, le foie gras. C'est un bien indispensable, hein? Oui, Delphine, le foie gras est assurément la star de nos tables pendant les fêtes.
Nous sommes ici dans un élevage à la closerie pour voir comment se fabrique le foie gras et quelles sont les différentes étapes. Alors là, vous voyez, je suis avec Thierry Rodriguez qui est en train de procéder au gavage des canards. Bonjour Thierry, alors en quoi consiste le gavage exactement? Oui, bonjour. Ben, on dépose le maïs entier dans le jabot du canard. Voilà ce qu'on est en train de faire là. Et alors l'animal n'a pas du tout de souffrance parce qu'il n'a pas de nerf sensitif au niveau du jabot. On a tendance à avoir des images un peu polémiques sur le foie gras et la manière dont on peut gaver les animaux. Vous avez une approche un peu différente avec des méthodes particulières pour préserver un peu le bien-être animal. Alors expliquez-nous, là par exemple on a de la musique. Oui, mais c'est pour leur donner une présence, une ambiance, la musique, ça les apaise. Là on prend le canard, on bascule en arrière, il ouvre le bec. Là vous voyez le canard n'a pas de nerf sensitif, donc quand on embuque, il ne ressent pas l'embuque. Là je plaque l'embuque comme ça, je monte l'animal, je palpe le jabot et on dépose entier le jabot du canard. Voilà. Le jabot c'est quoi exactement? C'est une poche. C'est une poche qu'on remplit toutes les 12 heures. Donc c'est comme un placard, donc il s'alimente avec son jabot. Le canard est constitué comme ça, il y a l'œsophage, le jabot, le gésier et l'intestin. Vous mettez 3 canards par cage, hein. Habituellement on peut voir des exploitations avec beaucoup plus de canards. Ça aussi vous êtes restreint à avoir moins de volume, de densité de canards par cage? Oui, parce que c'est mes choix, je suis en vente directe. Là si on met un 4e canard, il ne peut plus bouger. Donc il s'embête en permanence. Alors Delphine, on va passer aux choses sérieuses maintenant avec Thierry et puis Isabelle que je rejoins. On va apprendre à cuire un magret parce que souvent on a des mauvaises habitudes et on ne cuisine pas le magret comme il faut. Alors Thierry va nous montrer ce qu'il faut faire. Alors il faut se munir d'une poêle. Là ici on quadrille la peau pour que le gras fonde plus facilement. Voilà, comme ceci. Et il suffit de déposer le magret dans la poêle. Voilà, et on le laisse comme ça, jusqu'à ce que ça soit complètement cuit. Alors moi j'avais tendance à cuire mon magret de suite, mais c'est pas ce qu'il faut faire, hein. J'ai été puni, vous m'avez dit, il m'avait tapé sur les doigts, c'est pas bien. On cuit la peau, on laisse poser le magret 1 heure ou 2, et après on cuit la partie maigre. Et sans sel, sans poivre après. C'est tout. Même pas un peu de gros sel, non? Rien du tout. Alors là, Thierry, c'est cerise sur le gâteau, on rajoute un peu de foie gras sur le magret. Oui, tout à fait. On va se servir de la poêle après pour cuire le foie en escalope, comme ceci. Donc là, maintenant, une fois qu'on a cuit la peau, on enlève le magret de la poêle et on le laisse poser 1 heure ou 2. Voilà. On mange pas de suite? Non. En fait, quand on cuit la peau, on crée une tension dans la partie maigre et là, il va se redétendre. On a récupéré la graisse, on la met dans un récipient. Comme ça, on peut se servir pour la cuisine et on attend. Oui, la graisse, on la jette pas, hein, parce que la graisse, elle peut être réutilisée combien de fois? Alors, on peut s'en servir 4-5 fois. Après, plus on s'en sert, plus elle devient saturée. Mais au départ, elle est polyinsaturée. Donc arrêtez le beurre et l'huile, hein, de la graisse de canard. Matin, midi et soir. Et là, on va cuire le foie gras. Alors il faut dire quand même, il y a des odeurs qui se dégagent, ça sent très bon. Et alors c'est là où c'est très difficile, il faut être très patient. Voilà, le temps de la cuisson, hein, il faut prendre son mal en patience avant de déguster tout ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Ah, ici, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Il y a une belle couleur là. Hein, ah oui. Ça a tendance à dénaturer les produits, tout ce qu'on rajoute. On est plutôt dans une habitude à mettre du sel, poivré. Mais oui, bien sûr, quand c'est pas bon, on met des artifices. Allez. Bon appétit! Bon ben voilà Thierry, on a souffert en patience, on vous a vu cuisiner, on a attendu. Alors là c'est prêt, là, c'est prêt à déguster? Ah tout à fait, là on peut prendre les pics en bois et on mange le foie gras, comme ceci. Allez, bon appétit! Allez-y monsieur, soyez pas timide, hein. On va voir vos impressions. Alors Isabelle, ça donne quoi? Super. Très très bon. Un régal. Petite impression? Ah pareil, très très bon. C'est vrai que de le sentir avant, c'est vrai qu'il y a un petit plus. Je le reconnais. Bon ben voilà, on finit en beauté, hein, voilà. Ben Delphine, nous on va arrêter de tourner, là on va se mettre à table, hein, parce que c'est vraiment appétissant. Mais je crois que vous avez d'autres bonnes choses à nous montrer, hein, avec, je crois que c'est le caviar et la truffe qui suivent, hein, donc c'est pas mal. Hein. On chante, on chante. Ah non, non, chanter, non. Non parce que alors, c'est quoi le caviar? Le caviar, c'est les œufs d'esturgeon à la base. C'est quoi l'esturgeon?
Les surgeons, c'est un poisson des eaux froides qui se pêche surtout au départ dans la mer Caspienne. On a commencé par la Russie, ça allait sur l'Iran. Et maintenant, on en élève sur les côtes françaises, surtout Gironde et jusqu'à la Dordogne. Il s'y connaît vachement bien. Bon, un petit peu, mais enfin, bon, je fais pas souvent du caviar, mais bon. C'est un produit de luxe. Hein. Oui, ça s'est démocratisé un petit peu, mais peut-être que la qualité laisse de plus en plus à désirer parce que de plus en plus il y a des marchés, des filières et comme tout produit qui est un petit peu transformé, on trouve toutes sortes du bon et du moins bon. Vous aimez, vous, le caviar? Mais le caviar, ça se mange un peu dans une ambiance, un contexte, voilà, en particulier, pourquoi pas, ou d'un peu de caviar, oui, ça peut être quelque chose de sympa et d'original. Après, moi personnellement, je préfère plus manger des bonnes crevettes ou... Et des truffes? Oui, enfin la truffe, faut savoir bien cuisiner quand même, c'est autre chose, oui. Oh, vous savez ce que je vous propose? C'est de regarder un sujet sur la truffe. Lady, elle cherche là. Elle est où là? Elle est où là? Au lever du jour, Lady, la jeune Jacques Russell, est à la manœuvre pour le cavage, le terme consacré pour la récolte des truffes. Guillaume G s'y consacre tous les matins, depuis le début du mois. Elle est très noire. Quand elle est noire comme ça, elle est à pleine maturité. Et c'est parfait pour nous. Voilà 8 ans que Guillaume a abandonné son travail dans la finance pour se consacrer à la truffe. Ce champignon, aussi rare que prisé en cuisine, il a décidé de le cultiver. Elle cherche. Sa société compte aujourd'hui 120 hectares de truffières, dont certains entièrement créés par ses soins, comme ici, dans l'Entre-deux-Mers, au sud-est de la Gironde, où il a tout aménagé. Le but, c'est d'optimiser un peu les choses, mais de manière très naturelle. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est recréer un peu le biotope tel qu'il était il y a un siècle. Des arbres avec une croissance maîtrisée, un sol souple comme il l'était avant que la mécanisation arrive. On apporte également de l'eau lors des périodes de forte sécheresse qui se multiplient ces dernières années. Autant d'interventions humaines qui permettent de produire ici en 5 ans des truffes de qualité sur cette ancienne parcelle de vigne. Le fruit aussi d'une intense collaboration entre Guillaume et son pépiniériste. Il y a une étude des sols qui a été faite. Ensuite, alors il y a une partie d'improvisation, c'est-à-dire que dans les essences que l'on a mis plusieurs essences au départ pour voir lesquelles marchaient le mieux. Parce que évidemment, une truffière dans le sud Gironde, il n'y en a pas énormément. Donc ça reste de la découverte. Un trufficulteur, c'est encore un pionnier. Et l'aventure commence à quelques kilomètres de là, dans les serres de Damien Berlureau, leader mondial avec ses 150 000 plants annuels, des arbres mycorhizés, soit le mariage d'un arbre et d'un champignon. Dans ces gonets, on a un substrat qui contient des spores de truffe. Les spores, c'est quoi? C'est comme des pépins. Et ces spores vont germer. Il va y avoir du champignon qui va sortir de ces spores et qui va venir s'enrouler autour des racines. Et nous, on crée les conditions idéales pour que les spores germent et pour que le mariage entre l'arbre et le champignon se fasse. La truffe n'est pas fragile. On peut la frotter, c'est pas un problème. Depuis son laboratoire aux portes de Bordeaux, Guillaume G expédie 3 tonnes de truffes cette année, le triple d'il y a 2 ans. Pour notre part, nous avons fait le pari de ne produire et ne vendre que de la truffe d'Aquitaine. Ça, c'est très important. Il y a un aspect terroir qui est fondamental pour nous. C'est comme si on comparait le vin de Bourgogne avec le vin de Bordeaux. Le propos n'est pas de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est complètement différent. Un terroir de plus en plus demandé à l'étranger. Ici, l'international représente plus de 60% des ventes. Un marché en pleine expansion qui voit ce diamant noir d'Aquitaine dégusté sur les plus prestigieuses tables du monde entier. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ma chante au yaourt avec un poissonnier. Si, merci. Maintenant, on va parler des trésors de la mer.
Voici les premières huîtres bio du bassin d'Arcachon. Dans les mains d'Anne Marquet, co-gérante de cette exploitation ostréicole, la distinction n'est pas toujours perceptible à l'œil nu. Les triploïdes de base ici, elles ont comme un bec qui remonte et qui s'enroule comme ça en fait, sur le dessus. La partie qui est là. Mais la différence se trouve dans les techniques de production. 3 ans de démarches administratives et un cahier des charges très contraignant pour obtenir ce label bio. Pour nous, ce qui était primordial, si vous voulez, c'était de basculer sur le label AB, étant le label le plus reconnu par le grand public et qui garantit aux consommateurs une huître 100% non triploïde, c'est-à-dire 100% non issue de laboratoire et qui ne sont pas modifiés au niveau des chromosomes pour être stériles. Contrairement à la plupart des huîtres, celles-ci sont 100% naturelles, nées ici, au cœur du bassin. Pour Anne, c'est une évidence, la qualité du mollusque et celle de l'environnement sont indissociables. On est un peu maniaque avec nos huîtres où on fait vraiment attention au niveau des produits aussi. On ramasse pas mal de choses dans le bassin, des poches qui sont parties, qui ont été découpées. Pour nous, c'est important. On est quand même sur un milieu marin et on est les plus touchés par ce type de soucis. Anne Marquet espère maintenant écouler ses huîtres certifiées bio en vente directe juste avant les fêtes de fin d'année. Dans la séquence suivante, attention, suspense, Vincent Rivière va-t-il manger des huîtres ? Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Et oui, vous connaissez les huîtres du bassin d'Arcachon, les huîtres de Marais-Oléron, mais il faut savoir qu'elles ont une petite sœur au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont les huîtres de l'île de Ré. Et c'est ici, à Ars-en-Ré, dans l'exploitation ostréicole de Brigitte et Tony Berthelot, que l'on va en parler et les découvrir. Bonjour Tony. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, petite question toute bête, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces huîtres de l'île de Ré ? Alors l'île de Ré, les huîtres de l'île de Ré, leur caractéristique principale, c'est le terroir qui est lié à l'île. On est en plein Atlantique, en plein océan, on n'a plus d'apports continentaux et on a un substrat qui est un peu particulier dans certains endroits de l'île qui nous permettent d'avoir des goûts qui sont reconnus. Et donc du coup, je suppose que vous faites toutes les types d'huîtres qu'on peut trouver aussi bien à Arcachon que dans l'île d'Oléron. Alors tout à fait, on a un petit peu le même système technique. Donc on va avoir des huîtres fines, celles qui sont affinées en mer, les fines de clair qui sont affinées dans les clairs et les spéciales qui sont des huîtres qui sont extrêmement charnues. Alors là, je sais qu'il y en a d'ouvertes pour les connaisseurs d'huîtres. Donc là, on est bien sur de la spéciale, donc de l'huître très très charnue. Donc celle-ci, on va l'obtenir en la mettant un temps suffisant pour obtenir un engraissement dit pléthorique, c'est-à-dire un taux de chair très important. Ce glycogène qu'on va réussir à apporter aux huîtres va amener des goûts sucrés. Et on va avoir des goûts qui vont être d'abord salés, puis sucrés, très très longs en bouche. Là, on est sur le top et on est sur pratiquement 4 ans d'élevage. L'élevage des huîtres dans l'île de Ré, ça remonte à... C'est pas à l'instant même, c'est plus récent. C'est 1850, les premiers parcs sur l'île de Ré. Après notre grand frère Marraine, juste à côté, l'issue au démarrage, c'était quelqu'un de l'île qui a lancé un petit peu l'idée, mais il n'a pas eu beaucoup d'écho sur l'île. Il a trouvé plus d'écho chez la voisine, qui est du coup devenu le leader dans la production. Et vous êtes environ combien de producteurs sur l'île de Ré ? On est environ une bonne 60aine. Oh, je les aime! Les huîtres, c'est comme les filles. Les huîtres, quand elles sont belles. Il y a encore des huîtres pour les fins d'année, là. Il va y en avoir plein. Oui, nous avons des huîtres on a les stocks pour les fêtes de fin d'année. Tout est prêt. Les huîtres sont préparées bien en avance. Dès le mois de septembre, on prépare les fêtes de Noël. Donc aujourd'hui, les huîtres sont prêtes. On espère que le réveillon se passe au mieux pour pouvoir écouler sur les marchés, dans les magasins. Vous allez pouvoir trouver tous nos produits directement pour vos fêtes. Et alors, petite idée recette, parce que moi, j'adore les ouvrir, mais je n'aime pas manger des huîtres crues. Alors, est-ce que vous avez une petite recette pour nous faire découvrir le plaisir de l'huître ? Une petite recette très simple. Moi, je conseille, quand on n'aime pas trop les huîtres, de les goûter plutôt cuites. Ça change la texture. La texture est un petit peu rébarbative. Eh bien, en les faisant cuisiner, ça va changer la texture. Une recette très simple, l'omelette aux huîtres. Alors, vous prenez une poêle de l'huile d'olive ou du beurre, suivant vos habitudes. Vous ouvrez vos huîtres, vous les faites bien égoutter et vous les passez 1 minute de chaque côté sans les secouer. 1 minute, 1 minute. Vous préparez en parallèle votre omelette. Vous mettez ensuite vos huîtres dans l'omelette, vous faites cuire le tout, un petit peu de fines herbes dessus, un tour de moulin à poivre et c'est prêt. Ah bah ça donne faim parce que du coup, on va rester dans le terroir local. On va prendre des œufs de la poule de Marans, on va prendre du beurre Charente-Poitou voilà. Et des huîtres de l'île de Ré et là on se régale. Tout à fait, c'est une petite recette pour l'apéritif. Vous découpez des petits tapas avec les huîtres et un petit peu d'omelette. C'est super, c'est très pratique à manger et du coup ça va amener les gens qui
qui ont un petit peu de peine sur le produit à aller vers les huîtres et peut-être finalement d'arriver jusqu'au produit naturel. Merci Tony, vous me donnez faim. Du coup, je pense que je vais tester cette recette d'omelette. Et je pense aussi, Delphine, que vous avez encore plein de bonnes choses à nous faire découvrir d'ici la fin de l'émission. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour vous faire découvrir une autre spécialité rétaise qui, celle-ci, servira à agrémenter tous vos bons petits plats de fête. À tout à l'heure. Alors Christophe, ici dans les Halles de Limoges, on vend essentiellement des huîtres de Marennes. Et oui. Oui, les Limougeaux, ils aiment les marraines au lairon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles ont un goût déjà bien à elles, et puis elles sont assez charnues comme huîtres. Là, en plus, on est en pleine saison. Là. Donc voilà, après, on propose un panel assez large de taille, de calibre. Et de... Après, il y en a qui sont plus travaillés que d'autres, qui restent plus longtemps en clair, par exemple. Donc, voilà. Et vous nous rappelez les numéros qui correspondent à la taille des huîtres? Plus le chiffre est grand, plus l'huître est petite. Moi, on m'a dit qu'on pouvait les ouvrir au micro. Oh non, non, sacrilège. Faut leur parler gentiment, elles vont s'ouvrir, les huîtres. Alors Christophe, l'homme qui murmure aux oreilles des huîtres. C'est un peu ça. Merci Christophe. Je vous en prie. Et bon courage. Merci. Salut. Je vous propose maintenant de découvrir les secrets de nos spécialités régionales, direction le Pays Basque et la Corrèze. Il s'écrit AXOA et se prononce Achoa, un sauté de veau aux couleurs du drapeau basque devenu emblématique de cette région. S'il est difficile de connaître l'exacte origine de ce plat, son histoire nous amène à Espelette, ravissant petit village du Labour, et plus précisément au restaurant Euskadi, communément appelé chez Daraïdou. Cette famille tient l'établissement depuis presque 150 ans, une longévité intimement liée à la Shoah. Aujourd'hui, c'est Ostin, la 5e génération, le passeur de mémoire. Alors, je peux vous montrer, si vous voulez, un petit peu l'évolution de la maison. Donc l'évolution de la maison, parce que on est dans une vieille maison. Un lieu incontournable où, dans les années 30, la grand-mère Maï prépare les premiers à Shoah. Le marché était à Espelette et pas dans les villages autour. Donc c'était vraiment un très gros marché au veau, un peu plus loin sur la place du Jeu de Pommes, ce qu'on appelle. Et donc énormément de monde ce jour-là sur Espelette. C'est pour ça, ici à la maison, ma grand-mère tuait un veau tous les mercredis, jour de marché, où elle faisait donc, avec les épaules, elle faisait le hachois pour le casse-croûte. Un casse-croûte paysan dont le destin va changer quelques décennies plus tard. Donc mon père, je dirais dans les années 70, et sous la pression, je me rappelle d'un restaurateur bordelais, d'un ami à lui, il lui a dit « mais c'est ça que tu dois mettre à la carte, et tous ces plats que tu fais au casse-croûte aux paysans, c'est ça que tu dois mettre à ta carte de restaurant, et c'est ça, c'est très important. » Et il a fait, et puis il y avait le succès que ça a eu. Une première au succès ininterrompu. Jamais depuis, le plat n'a quitté la carte du restaurant. On a évolué sur plein de choses, mais sur le hachois, on a gardé les mêmes gestes, les mêmes produits, la même façon de faire. Voilà, on perpétue la tradition. Pas beaucoup d'ingrédients, mais plein d'histoires. Largement popularisé depuis, cette recette est devenue un incontournable de la cuisine basque. On en voit un petit peu partout, ce qui est très bien. Le revers de la médaille, c'est qu'il se fait un petit peu de tout et des fois moins bien. Donc on aimerait qu'il se fasse vraiment avec la recette traditionnelle d'Espelette. Une tradition que perpétue également le chef Fabian Fellman. Comme la grand-mère Maï, il va choisir auprès de cet éleveur bio ses veaux entiers de race Gasconne des Pyrénées. Ah, c'est quand même les vaches montagnes. C'est les vaches montagnes. Ouais. Elles sont belles. Hein. C'est une race qui est très recherchée, même au niveau des grands bouchers de Paris et tout ça. La Gasconne a une particularité, c'est qu'elle a un gras qui est très bon, qui a beaucoup de goût. Et elle a un petit goût de noisette, la viande. Oui. Toutes les pièces, comme tu dis, le goût de noisette. Oui. Et c'est fin et quand même puissant en goût aussi. C'est pas fade, parce que tu dis bon, le veau est fade, moi je trouve que c'est pas vrai. C'est plutôt la finesse qui parle. Pour réussir un véritable hachois, il faut donc du bon veau et un morceau bien particulier, l'épaule. À Bayonne, le chef étoilé d'origine allemande, Fabian Fellman, la prépare dans les règles de l'art. Elle doit être coupée en dés au couteau et non hachée. Sa cuisson est également toute simple.
À l'école, quand on apprend à cuisiner, je crois en France, en Suisse, en Allemagne, on fait saisir la viande et après on les mouille, on déglace. Là, c'est vraiment plutôt les légumes qui donnent la sucrosité. On cuit tout ensemble et c'est assez étonnant. Il y a 3-4 ingrédients et c'est très fin, très goûteux et pas lourd. Peu d'ingrédients, des oignons et autant de piments doux, verts et rouges. Ce qui est assez extraordinaire avec les piments doux, c'est quand même la finesse de la peau. C'est rien à voir. Entre la douceur et aussi l'amertume, je trouve que c'est un parfait équilibre et le côté fruité aussi qu'on a dans le piment. Le piment doux, ça donne une légèreté et surtout le piment d'Espelette. Moi j'aime bien quand on peut relever, alors ça me parle. Ajoutez de la poudre de piment d'Espelette, élément essentiel. Justement pour avoir le côté comme le foin, un peu pimenté. En quantité très généreuse pendant la cuisson. À feu vif, en couvrant, sans oublier de remuer fréquemment. 20 minutes après, c'est cuit. Encore quelques pincées de piment d'Espelette et vous pouvez déguster. Rapidité, simplicité et gourmandise, autant de raisons qui font la popularité de la Shoah. Ici à Favard, chez Thierry Vernal, la mique fait partie des grands classiques. Tout commence par la fabrication, une farine type 55, de la crème liquide, des œufs et de la levure de boulanger que l'on réchauffe doucement dans du lait. Ensuite, tout est dans le pétrissage. La pâte doit être homogène et ne pas coller. Après l'avoir façonné et laissé lever 1 heure, reste l'étape la plus importante, la cuisson. La mique doit cuire à l'étouffée dans les vapeurs du bouillon de petit salé. C'est là qu'est le secret de sa réussite. On écarte le torchon. On remet notre couvercle. Et une fois que j'ai mes 4 extrémités de torchon, et là, on va la laisser mijoter pendant 3 quarts d'heure. Résultat, une mique à la texture légère que l'on pourra déguster avec du petit salé ou de la potée. Des pommes de terre, Pierrot en a râpé des tonnes. C'est cette étape qui fait, ou pas, les bonnes farcidures. Le secret de la réussite de la farcidure, c'est qu'il y a des gens qui essayent avec des râpes autres, avec des robots, des choses comme ça. Et à la fin, ils disent je comprends pas, mes farcidures, elles sont parties dans le bouillon, j'ai trouvé que de la purée, ou etc., etc. Donc là, il faut arriver à faire vraiment cette pulpe, la faire égoutter exactement comme il faut. Là aussi, la précision fait toute la différence. Alors le secret, c'est juste que la farcidure tienne. Il ne faut pas qu'elle s'écrase, mais il ne faut pas qu'elle soit trop essorée non plus, sinon on a un résultat, la farcidure est trop sèche et trop dure après. Des farcidures rondes ou ovales en fonction de ce que Pierrot met à l'intérieur, un morceau de lard ou une farce à base de lard, ail, persil et verre de blette. Dérivé de la farcidure, le miassou reprend les mêmes ingrédients, que ce soit pour la farce ou les pommes de terre. Seule différence, une fois râpées, celles-ci ne sont pas égouttées. Pour la cuisson, Guy a accepté de nous dévoiler ses petites astuces. En premier lieu, une cuisson à la graisse de canard, puis... Quand le doré va apparaître autour de la poêle, vous voyez, et on va pouvoir, dessous, ça sera pratiquement bon. On les retourne, toujours à feu vif, on cuit la partie qui est blanche. D'accord. Et quand c'est doré, après, on baisse le feu et on cuit normalement. Pour combien de temps à peu près Il faut bien compter presque une demi-heure. Miassou, farcidure, des recettes traditionnelles que l'on retrouve en Corrèze depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais désolé de vous l'apprendre, nous n'en sommes pas les inventeurs. L'origine serait prussienne ou polonaise, suite à différents conflits avec la France, et qu'il y aurait eu des réfugiés ou des prisonniers qui auraient été dans le secteur et qui auraient ramené cette façon de cuire la pomme de terre râpée. On va les goûter ? Allez, on goûte. On va goûter. D'abord, Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort de France. Ce soir, on éteint la télé. Les petites paroles en face. Oui, c'est ça. Mais... Merci. Bonjour. J'ai même pas volé de crêpes en passant. Bastien, bonjour. Bonjour madame. Oh, Delphine, ça va, j'ai 27 ans. Quelles sont les spécialités régionales du Limousin? Alors on va commencer par le salé. Le salé. Du coup, on a notre pâté pommes de terre avec une pâte feuilletée et une pâte briochée. Nos pommes de terre sont cuites à la crème, ail, persil, oignon.
Soit pâte feuilletée, soit pâte briochée. Voilà. Ouais. Le boudin aussi, c'est une spécialité. Oui, il y a le boudin à la châtaigne, on a tout ce qui est triperie. Il y a une spécialité qu'on mange pendant la fameuse fête des petits ventres. C'est une fête qui se déroule habituellement, sauf cette année, le troisième week-end d'octobre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Les boudins à la châtaigne qui... Il veut pas le dire, il veut pas le dire. Les testicules. Les testicules, oui, j'en ai pas, c'est pour ça que... Les testicules de mouton. On mange ça à Limoges. Alors maintenant, Bastien, ce que je te propose, on part à Bayonne. Ah, bah moi ça me va, je vous suis. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on part à Bayonne, allez. C'est la star hexagonale des jambons crus entiers avec leur os. Un succès souvent imité qui vaut au jambon de Bayonne depuis 1998 une indication géographique protégée. Impossible de se tromper, sur sa couenne, un seau avec la Laoubourou, la croix basque, certifie son authenticité. Une marque de reconnaissance pour cette salaison recherchée depuis des siècles par les gourmets. La légende raconte que le jambon de Bayonne avait été servi lors du mariage de Louis XIV, à la table de son mariage. Et également, il est rappelé dans les dires de Rabelais que Gargantua faisait du jambon de Bayonne un de ses mets préférés. Depuis, la fabrication de cette spécialité est immuable. Les jambons frais sont salés un à la main, avec du sel de Salise de Béarn. Un juste retour des choses, puisque c'est dans ce village qu'a été découvert ce principe de conservation au XIVe siècle par le vicomte du Béarn. Gaston Phébus, lors d'une chasse à côté de Salise de Béarn, avait blessé un sanglier qui avait été mourir dans une faille de sel. Et il a été retrouvé quelques mois plus tard en parfait état de conservation, ce qui a fait du coup penser aux gens que le sel de Salise de Béarn notamment conservait très bien la viande. Si pour ce jambon, les cochons peuvent être élevés dans tout le Grand Sud-Ouest, le charcutier artisanal Éric Hospital, en perpétuelle recherche de qualité, préfère les avoir à proximité à Hasparren, au Pays Basque et en liberté. Le cochon, regardez, il est heureux, hein. Il est là, dans la boue, il fait comme des bains de boue, hein. Il prend soin de lui. Je pense qu'un animal qui vit dans de bonnes conditions et qui a été élevé dans les règles de l'art, à la finalité, il sortira, certainement. Et j'en suis convaincu, un bon produit, quoi. Et comme plusieurs races peuvent prétendre au jambon de Bayonne, lui les choisit sur leur morphologie. On regarde les fesses, hein. Bien sûr, le jambon, c'est les pattes arrière, donc c'est les fesses, la coupe que ce cochon va pouvoir avoir. Et c'est ce qui va certainement déterminer la forme du jambon et à la finalité le produit, quoi. Un produit qu'Éric Hospital affine à quelques kilomètres de là, dans l'atelier familial, selon une pratique ancestrale. Le séchage à l'air libre, suspendu au grenier, équipé d'ouvertures pour une ventilation naturelle. Ce que faisaient nos grands-parents, on utilise le climat pour affiner nos jambons. Alors on a la chance au Pays Basque d'avoir la barrière des Pyrénées qui est juste derrière nous, et on a ce qu'on appelle en plein hiver de brusques réchauffements climatiques, qu'on appelle effet de fun. Donc un battant en basque, c'est ce vent du sud qui va souffler, et ces variations climatiques vont faire qu'on peut se permettre de faire un travail d'affinage naturel. Et c'est même bénéfique pour les jambons. Et ce qui est super intéressant, c'est d'avoir des jambons qui, d'une année à l'autre, ont des goûts un peu différents. Un goût indissociable de ce terroir. Il a bercé la chef André Rosier, première femme meilleure ouvrier de France. Le jambon, on est né avec, on a grandi avec, donc il fait partie de nous au Pays Basque. Moi j'ai des souvenirs petites où mon père mangeait le matin son œuf au plat jambon. Ce jour-là, elle l'associe à la crevette. J'ai utilisé le chamango. Le chamango, c'est le talon donc, du jambon. Je l'ai taillé en petits dés, j'ai enlevé juste la couenne. Et ensuite, je l'ai blanchi, je l'ai fait sécher au four. Et ensuite, je l'ai mixé. Comme un condiment, une poudre de jambon pour assaisonner ces crevettes panées. Accompagnée d'une garniture froide, poireaux brûlés au chalumeau et brocolis rôtis, l'assiette se part ensuite de cru. On va venir mettre des petits voiles de jambon. Moi, j'aime le gras. Le goût du gras du cochon, il est goûteux. Il y a du goût, il a beaucoup de finesse. Et ce côté un petit peu fruit sec que je vous disais, de la noisette un petit peu, qui apporte énormément. Donc gustativement, il est très très intéressant. Et voilà comment, pour le plus grand plaisir des papilles, cru, cuit ou en condiment, le jambon de Bayonne s'accommode de 1001 façons.
Nous sommes toujours ici dans les Halles de Limoges. Tiens, on va poser une petite question. Bonjour mesdames. Vous aimez manger épicé? Pas forcément, non. Non. Moi, oui. Alors, quelles sont vos épices préférées? Ah, les épices, mes épices préférées. Alors, moi, je sais pas, j'aime le cumin, j'aime le piment qui n'est pas une épice, j'aime le clou de girofle, enfin, je sais pas. Est-ce que vous aimez la fleur de sel? La fleur de sel. Ben, je suis un peu trop radine pour aimer la fleur de sel. C'est bon la fleur de sel. Hein, on en met un petit peu sur le foie gras comme ça. Alors ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de retrouver notre ami Vincent Rivière à l'île de Ré. Il va nous parler de la fleur de sel. Et oui Delphine, il y a d'autres spécialités culinaires ici dans l'île de Ré et une particulière qu'on trouve au rayon condiments, c'est la fleur de sel. Alors pour vous en parler, nous sommes à la coopérative des sauniers de l'île de Ré, toujours à Ars-en-Ré, et nous allons retrouver son président, mais également saunier, c'est Loïc Abissé. Bonjour Loïc. Alors, quelle est la particularité de cette fleur de sel par rapport au simple gros sel que l'on met dans l'eau de ses pâtes? Écoutez, le gros sel, c'est un produit qui se forme au fond de la saumure et qui est un petit peu gris puisqu'il se forme sur les tables argileuses. Et la fleur de sel, c'est un sel de surface qui reste en surface de la saumure à cause de sa cristallisation particulière. Donc il est très blanc, il est très friable, c'est ce qui lui donne une solubilité plus importante. Donc il véhicule beaucoup plus rapidement le goût. Et il s'utilise soit en fin de cuisson, soit sur la table directement. Donc justement, à l'approche des fêtes, quand on dit qu'on le met sur la table, on peut se le mettre sur une tranche de foie gras. Par exemple, tout à fait, bien sûr. Et puis sur les fruits de mer, ça va naturellement un petit peu avec. Et il faut bien comprendre que c'est un sel qui sort tel quel du marais. C'est-à-dire que c'est un sel qui n'est pas du tout retravaillé ni retouché. Il est juste criblé et emballé directement comme ça. Alors justement Loïc, on le voit ici, il y a cette fleur de sel, ce petit bruit, donc elle est vraiment stockée, vous la mettez directement en boîte. On va faire voir aux téléspectateurs, effectivement c'est vraiment blanc. Voilà, c'est un sel qui est fin et blanc. Alors ne pas confondre avec le sel fin, qui est du gros sel broyé. La fleur de sel est récoltée comme ça dans le marais. Et c'est important, elle est récoltée à la surface. La seule garantie de qualité de la fleur de sel, c'est qu'elle soit récoltée en surface de la saumure. Dès qu'elle tombe au fond de l'eau, elle évolue et elle devient du gros sel. Donc on ne peut plus parler de fleur de sel dès qu'elle est dans la saumure. Merci Loïc pour toutes ces petites précisions. Bonne fête de fin d'année à vous. Moi je sais que je vais l'exploiter sur ma table en cette fin décembre. Quant à vous Delphine, je pense que vous allez nous faire découvrir d'autres épices récoltées en Nouvelle-Aquitaine. Et Tiffaine, on a l'impression de voyager ici, ça sent bon. Oui, ça sent très bon. On va un petit peu partout dans le monde, c'est génial. On va en France, on va dans les Antilles, on va en Chine, on va en Europe aussi. Donc c'est vraiment très sympa. Ah oui, ça fait du bien. En fait, c'est moins cher qu'une agence de voyage. Oui, c'est ça, exactement. Tu savais qu'on produisait dans la région du safran? J'en ai entendu parler, effectivement, oui. Ouais. Il y a quelques producteurs de safran dans la région, effectivement. Et de la moutarde bio aussi. De la moutarde aussi, il y a la moutarde de Brive, la moutarde violette par exemple. Ouais. Et oui, effectivement, il y en a aussi, oui. Tu manges épicé, toi? Pas trop. Un petit peu, mais pas trop quand même. Ouais, tu fais attention. Voilà, c'est ça. Je dose bien, on va dire. On continue à voyager? Allez. Oh. Ça sent bon, hein? Ah oui. Chaque année, c'est comme si le printemps s'invitait au cœur de l'automne. Les fleurs de safran sortent de terre avec leur pistil prometteur et déjà il faut les cueillir car cette fleur-là n'attend pas. On a quand même un petit mois de retard et là, il ne faudrait pas qu'ils se mettent trop à faire froid parce que la production va s'arrêter. C'est très délicat, ça dure 24 heures la fleur, après elle se décompose un petit peu. Donc il faut la ramasser aussitôt pour pas qu'elle s'oxyde. On la cueille tout de suite, on les monte, on la sèche aussitôt, tout doit être fait dans la journée. Cette année, l'herbe verte accompagne cette explosion de couleurs, savamment orchestrée du bleu, du jaune et le rouge bien sûr de ces précieux pistils. La pluie du printemps puis la sécheresse ne semblent pourtant pas avoir eu de conséquences sur le safran, donc ces 3 petits stigmates écarlates. 1, 2, 3, et on va couper ici. Comme on fait découvrir le safran et comme on veut que notre safran continue à être reconnu de grande qualité, on va garder que la partie rouge. Avec 1000 mètres carrés, ils espèrent obtenir 300 grammes de safran, qu'ils vendront aux particuliers et restaurateurs. Depuis 10 ans, Jean-Noël et Chantal ont à cœur de faire redécouvrir cette épice dans leur ferme pédagogique.
Il est d'abord pas très connu, il traîne énormément d'idées reçues, c'est cher, en fin de compte ça revient pas à grand chose, ça revient à 30 centimes par personne, mais tout ça le grand public ne le sait pas. Faire connaître sa culture atypique, mais aussi sa saveur. Pour cela, Chantal se met au fourneau et propose ses amuse-bouches. Et sa dernière création est un confit de sauterne au safran, distingué ces jours-ci dans une revue gastronomique. Décidément, la fleur bleue aux vertus multiples n'a pas fini de nous surprendre. Ah, je crois que je suis au bon endroit. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne, des irrésistibles douceurs. Oui, on a les beignets des Halles. Donc le beignet des Halles, c'est c'est une recette qui date de plus de 100 ans. Alors, je peux connaître la recette, Fabienne? Ah non, ça c'est un secret. Allez, Fabienne. Non, ça c'est pas possible. C'est vraiment un secret. Alors, il paraît que même si on détient la recette, c'est difficile parce qu'il y a aussi un tour de main à avoir pour la fabriquer en fait, fabriquer la pâte. Donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces beignets? Ils ont un goût qui reste depuis 100 ans. Les gens qui viennent, qui sont un petit peu âgés, qui prennent un beignet aujourd'hui, ils disent, c'est ce qui fait plaisir d'ailleurs, ils disent qu'il a le même goût que quand ils étaient tout petits. Oh. Tu nous en prépares un, Fabienne? Si, je peux. Je vous montre. Allez. Attention, mystère. Ah, donc là, on écarte bien la pâte du beignet. Oui. On la tire un petit peu et puis on la met dans l'huile très chaude. Et après, ça fait une petite émulsion et le beignet se fabrique tout seul. C'est un beignet Madeleine de Proust, c'est ça? Presque. Alors il va dorer progressivement. Tout à fait. Et après on va tous les manger. Voilà, c'est ça. Mais vous en mangez, vous? Alors moi personnellement, non, je n'aime pas ça, mais ma petite collègue, elle adore ça. Ah, c'est Manon, elle est gourmande. C'est Manon, les gourmandes. C'est pas moi. Alors maintenant, Fabienne, Manon, ce que je vous propose, c'est de découvrir d'autres irrésistibles douceurs en Nouvelle-Aquitaine. Je t'aime aussi par gourmandise, toi, mon joli péché mignon. Un vrai péché mignon, le Puy d'Amour de Capsieux, petite commune rurale du Sud-Gironde, connue pour sa fameuse pâtisserie. Une pâte à choux de 7 cm de diamètre, garnie d'une crème Chibouste légère et sucrée, caramélisée. Chaque jour, jusqu'à 1500 Puy d'Amour sont fabriqués à la main dans cet atelier. Dans le Puy d'Amour, déjà, ça porte bien son nom, donc il y a déjà beaucoup d'amour. Il y a un côté plaisir, il y a un côté explosion en bouche. Il y a des œufs, du sucre et de la farine. Voilà, et du lait. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Voilà. Donc c'est quoi? C'est un tour de main qui fait que ça reste léger? C'est un tour de main, c'est un tour magique. La recette est inchangée depuis 1952, date de la création de la boulangerie-pâtisserie. Bonjour. Salut Jacques. Alors, qui va me donner 5 puits? 5 puits. Bon. Oui. Jacques n'est pas un client comme les autres. C'est le fils de Monsieur Seguin, le pâtissier qui a amené les Puy d'Amour à Capsieux après la Seconde Guerre mondiale. Comment ça a commencé les Puy d'Amour pour vous? À quel âge? Lorsque je suis né. Je suis né à l'étage. Figure emblématique locale, Jacques a fabriqué des Puy d'Amour durant 50 ans avec sa sœur Marie-Josée, avant de passer la main et de confier les secrets de la recette familiale. Il y a une notion de confiance, de transmission, il y a toute une histoire qu'il faut respecter et qu'il faut également transmettre, quoi. Donc toute cette histoire capsylvaine, cette histoire du Puy d'Amour est quand même importante, quoi. Mais l'histoire de ce petit dessert irrésistible a commencé il y a bien plus longtemps. Le Puy d'Amour, le bien nommé, a été créé au XVIIIe siècle pour le roi Louis XV et ses courtisanes. L'histoire de ce Puy d'Amour, c'est Vincent de la Chapelle, à la fin du XVIIIe siècle, qui était un fameux et célèbre chef cuisinier et qui avait créé ce dessert pour Madame de Pompadour, qui était la courtisane de Louis XV. Et donc ça avait créé un peu le scandale à l'époque par rapport à sa connotation sexuelle auprès de l'Église. Et Louis XV, qui était un fameux gourmet et également
qui aimait énormément les femmes, a été pendant très très longtemps son dessert préféré. Alors à l'époque, il était rempli de confiture et à partir du 19e siècle, ils l'ont rempli de crème pâtissière et ils ont commencé à le caraméliser. Voilà où démarre l'histoire du Puy d'Amour. Ainsi, en toute modestie, Capsieux perpétue une tradition gastronomique française. Et dans la région, la commune est réputée pour 2 spécialités. Le bœuf gras de Bazas et sa gourmandise, toujours au menu des fêtes locales. Pavé de bœuf de Bazas, fromage et dans les desserts, Puy d'Amour. Ça reste le gâteau incontournable. Si on va quelque part, déjà, nous on dit passez à Capsieux, chercher des Puy d'Amour. C'est même bien meilleur le Puy d'Amour que le cannelé bordelais. Bonjour Pierrette. Bonjour madame. Regardez ce que je vous amène. Ce sont des Puy d'Amour. C'est votre dessert préféré, il paraît. Ben oui. La doyenne des amateurs, c'est Pierrette, 86 ans, qui mange des Puy d'Amour depuis sa jeunesse, à s'en lécher les doigts. Quant à Clara, la nouvelle secrétaire de mairie arrivée récemment de Guyane, elle est devenue addicte à la première bouchée. Excellent. Comme l'atelier du Père Noël, cette chocolaterie artisanale tourne à plein régime. Ici, on produit 40% des marchandises de l'année entre la mi-octobre et le Nouvel An. Caramel, noix sur crème de pruneau ou encore praliné, il faut 7 étapes en moyenne pour fabriquer une de ces gourmandises. Et le Père Noël donne bien plus de travail aux chocolatiers que les cloches de Pâques. Comme ici on travaille sans conservateur, avec des produits frais, on est obligé de faire des petites fabrications au fur et à mesure, tandis qu'à Pâques c'est un petit peu différent, on le voit arriver de plus loin puisque les moulages, on peut commencer à les mouler au mois de janvier, si c'est par exemple au mois d'avril, Pâques, puisque le chocolat qu'il soit moulé ou qu'il soit sous forme de plaque, la conservation va être le même. Tandis que là, pour les petits bonbons, les intérieurs, certains il y a de la crème fraîche, d'autres il y a des amandes, tout ça. La conservation n'est pas la même. Pour répondre à la demande, cet artisan et son équipe fabriquent 85 produits différents pour les fêtes, contre une 50aine en temps normal. À l'approche de Noël, les clients sont plus nombreux, mais ils consomment aussi différemment. On est plus dans de la fantaisie, plutôt le chemin de table, pour faire plaisir un petit peu à chaque convive à table le soir du réveillon. Donc on veut vraiment que tout le monde ait grand plaisir à se retrouver. On est peut-être plus dans des parfums alcoolisés, ou alors plus dans des pralinés où on va avoir un retour plus à l'enfance. On se retrouve en famille, donc on va se retrouver avec les petits rochers. La fin d'année est aussi l'occasion d'innover pour les chocolatiers, comme avec ce saucisson qui est en fait du chocolat fourré aux noix. Merci. J'ai pas bien goûté. Allez, un petit bois là. J'ai pas bien goûté. Appelez pour ça? Ouais. Pas de s'appeler. J'ai pas bien goûté. Voilà, allez. Encore un petit bout. Et voilà pour vous. On va prendre la planche. Merci. Mais que pour moi. Pour moi. Allez, on va commencer par ouvrir une bouteille de Bordeaux blanc. Avant de carafer un blanc, on va d'abord le goûter un tout petit peu. Donc là, on est plutôt sur un vin qui est à la fois limpide et brillant. Donc là, on est sur une partie un peu minérale. Une partie sur l'agrume, ce côté un peu pamplemousse, ce côté un petit peu citron vert également. Alors là, ici, on est plutôt sur un Bordeaux blanc de type classique, qui n'est pas vieilli en fût de chêne, donc ça ne mérite pas ni carafage, ni décantation. Je vais vous donner donc une petite astuce toujours intéressante, c'est que si vous allez carafer un grand vin blanc, comme le Pessac-Aignan par exemple, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une carafe beaucoup plus étroite que la mienne, que vous allez plonger dans un seau à glace, vous allez remplir de glace, et du coup, vous allez pouvoir garder votre vin blanc au frais. On va goûter auparavant donc ce vin. Alors là, justement, ça tombe très bien, on est plutôt sur un vin qui est très fermé, donc on va le carafer. Vous pensez également à la différence entre carafer et décanter un vin. Je carafe un vin jeune et je décante un vin vieux. On va checker un tout petit peu la carafe, de manière à relever tous les arômes.
Voilà, on va laisser la carafe reposer une petite heure. On l'oublie toujours, mais pour accorder les vins blancs, un joli plateau de fromage, notamment pour Noël, c'est l'idéal. Là, je suis plutôt sur un vin complexe, de type Pessac Léognan, donc passé en barrique. Je vais donc choisir des fromages pasteurisés, fermiers, un petit peu gras, un petit peu épais, qui vont nous aider justement à avoir un très joli équilibre et beaucoup de finesse en bouche. Pour les fêtes de fin d'année, nous allons ouvrir un crément. Alors l'intérêt, là encore, de carafer un crément, c'est pour éviter ce côté un petit peu oxydatif qu'on pourrait avoir au nez. Ça va nous permettre de pouvoir avoir des fines bulles et qui peuvent très très bien, là encore, se marier avec des fromages. Et en dégustation, on a des vins qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus gras également, beaucoup plus charnus. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc je vous conseille plutôt de le faire, pourquoi pas au moment de l'apéritif. Je prends un bouteille de crément, je l'ouvre, je la carafe 5 à 6 minutes avant de servir. Et juste après, je peux enfin la proposer à mes convives. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, j'ai bien mangé. Là, je suis rassasiée. Merci à Alexandre Berne, à Sarah Paulin, ainsi qu'à Vincent Rivière et André Abalo. À bientôt et surtout, passez de bonnes fêtes en Nouvelle-Aquitaine. Christmas song, sing, sing, sing.